bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Céline et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast créatif autour des arts de la maille et plus particulièrement du tricot. Nous sommes dans les premiers jours du printemps et je prends enfin le temps de venir tourner un nouvel épisode pour partager avec vous mes créations de ces derniers mois. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver. Je vous remercie beaucoup pour les très gentils commentaires que vous m'avez laissés lors de votre dernière venue sur cette chaîne, puisque vous êtes toujours aussi nombreux à venir regarder mes vidéos alors qu'elles sont si peu fréquentes ici sur YouTube. Je souhaite la bienvenue aussi aux personnes qui découvrent cette chaîne. Je vais en profiter pour me représenter. Je suis Céline Messina, j'habite à Chambéry en Savoie et en 2017, en février 2017, j'ai créé ma petite entreprise sous le nom de Mademoiselle Petroni pour pouvoir vous proposer à la vente mes patrons de tricot, puisque je suis créatrice de patrons de tricot. Et je suis également enseignante, je donne des cours de tricot et j'anime des ateliers tricot et crochet dans ma région. Mais on va dire que depuis un peu plus d'un an maintenant, j'ai décidé de faire une pause au niveau du design de tricot, puisque je n'ai pas créé de nouveaux modèles depuis un peu plus d'un an. Mais par contre, vous pouvez toujours trouver mes anciens modèles sur mes boutiques en ligne qui sont sur Etsy et sur Ravelry. Vous trouverez bien sûr tous les éléments dans la description en dessous de la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur le web à différents endroits. Les actus les plus, les plus fiables sont sur mon site internet. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter si vous le souhaitez. Je suis présente sur Ravelry et sur Instagram. Même si je dois vous dire que j'ai volontairement fait le choix de ne plus publier aussi intensément sur Instagram. Donc notamment je fais beaucoup moins de stories et beaucoup moins de posts qu'avant, mais c'est une décision qui est d'ordre éthique. Voilà, donc je ne souhaite pas en parler plus ici, mais j'ai fait ce choix d'être moins présente pour l'instant sur ce réseau social. Mais vous pouvez aussi me suivre sur ma plateforme, sur ma page Patreon. Et alors je vais juste pour reclarifier les choses, Patreon est une plateforme qui est spécifiquement dédiée au mécénat pour soutenir les créateurs et les artistes. Jusqu'à présent, enfin il n'y a pas si longtemps, vous pouviez me suivre uniquement en vous abonnant en tant que membre payant pour venir me soutenir et accéder à une partie de mon contenu. Mais depuis quelques mois, vous avez aussi la possibilité de me suivre en tant que membre gratuit. Donc je publie toutes les semaine un post sur cette plateforme que je trouve me convenir plus, puisque ça me permet de faire ce que j'appelle moi du microblogging. Il faut dire que je suis de la génération des blogs et c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire au tout début, que j'ai créé ma marque Mademoiselle Petroni, et puis j'étais une bonne lectrice de blogs de créateurs et de créatrices. Donc voilà, je m'y retrouve mieux de ce côté-là. Donc si vous voulez me suivre en tant que membre gratuit sur Patreon, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas, c'est pareil, vous allez trouver toutes les informations sous la vidéo, dans la barre de description. Et juste pour information, donc je tourne ces vidéos YouTube, ma chaîne YouTube existe depuis un petit moment maintenant, mais je tourne maintenant à un rythme beaucoup moins intense qu'avant. J'ai décidé de venir vous voir et partager mes réalisations autour du tricot et du crochet, tous les changements de saison. Donc là, comme nous sommes dans les premiers jours du printemps, je vais pouvoir venir partager et vous montrer ce que j'ai tricoté ces 3 derniers mois et ce que j'ai mis de nouveau sur mes aiguilles. Voilà pour ce long chapitre d'introduction et de représentation. Je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite de visionner un épisode qui sera assez riche
puisque j'ai 4 projets terminés à vous présenter et j'ai également 3 nouveaux encours sur mes aiguilles et je garde toujours une petite section à la fin de vidéo pour vous parler un peu plus de ma nouvelle activité, parce que je vous ai pas dit aussi. Si j'ai fait le choix d'arrêter de designer pour le moment, c'est parce que j'ai décidé de m'orienter vers, on va dire, une activité plus artistique. Et ça fait maintenant depuis janvier 2022 que je me consacre à l'art textile et à des créations artistiques en tant que telles, c'est-à-dire qui ne sont pas dans une démarche de commercialisation. Et si vous voulez en savoir plus justement sur cette activité-là, c'est là que je vous invite à vous abonner en tant que membre payant sur Patreon, où je partage un peu plus les coulisses de mes créations en art textile. Toutefois, j'aime bien garder une petite section à la fin de la vidéo de YouTube pour vous montrer un petit peu et vous parler de mes dernières œuvres que j'ai réalisées, notamment lors de ma dernière résidence d'artiste au mois de février. On va commencer et je vous retrouve tout de suite avec mes ouvrages terminés. Et bien commençons par le commencement, ce que je porte, puisqu'il s'agit de mon premier ouvrage terminé, en tout cas celui que j'ai terminé en premier pendant cet hiver. Je vous l'ai montré déjà dans les précédents numéros, puisque je l'avais commencé début novembre, donc j'ai dû vous en parler lors du dernier épisode. Il s'agit du modèle Pink Velvet d'Andrea Mowry. Je vous mettrai de toute façon toujours une insert de la photo du prototype originel de la créatrice. C'est un modèle que j'ai tricoté parce que j'ai détricoté un autre modèle. Voilà, je suis partie avant toute chose de la laine pour choisir de réaliser cet ouvrage. Il s'agit de cette qualité-là, le coloris principal. C'est une qualité proposée par Atelier EV3, Eve, que j'avais rencontré il y a 2 ans au Knit It, et j'avais vraiment beaucoup flashé sur ce coloris qui est qui est pas facile à vous montrer parce que c'est un coloris qui est vert bouteille mais qui tire un peu vers le gris, et en fonction de la luminosité il est très changeant. C'est une base DK 100% BFL Superwash. Et je me rappelle, je crois que je lui avais commandé parce que je voulais spécifiquement une laine un peu plus épaisse. J'avais pas forcément envie de travailler sur un calibre fingering. C'était pour un autre projet et il se trouve que malheureusement j'étais très déçue et en plus j'étais pas très sûre déjà d'une d'avoir assez en quantité, mais ça à la rigueur j'aurais pu demander à Eve d'en reteindre, mais c'était pas tant ça, c'est que le rendu du premier modèle que j'avais choisi pour cette laine là était décevant, ça ne faisait pas ressortir la texture de ce modèle là. Donc j'ai dit bon c'est pas grave, je vais sûrement trouver quelque chose d'autre qui me plaît, et ça faisait longtemps, moi Andrea Mowry, j'ai mis à chaque fois en favori ces modèles, il y a beaucoup de ces modèles que j'aime beaucoup. Et je m'étais dit, eh ben, il suffit que je trouve un contrastant pour aller avec ce coloris là et je vais pouvoir me faire le Pink Velvet. Sauf que, plusieurs choses. Le Pink Velvet se tricote normalement dans un calibre de laine fingering. Sauf qu'il est présenté par Andrea Mowry avec un échantillon plutôt sport. On va dire 24 mailles. Pour moi fingering ça tire un peu plus. Alors bien sûr on peut aussi obtenir du fingering à 24 mailles, aucun souci, mais pour moi 22, 24 mailles, voilà, c'est tout à fait possible. Donc je me suis dit, après tout je pourrais essayer de tenter, voir ce que ça donne en descendant le numéro d'aiguille et voir si avec cette qualité j'arrive à obtenir un échantillon plutôt sport et non pas des cas. Ce qui s'est révélé tout à fait possible, puisque j'arrive à avoir l'échantillon recommandé par Andrea Mowry, 24 mailles au 10 cm. Et la seule chose, c'est que j'ai descendu en taille d'aiguille, puisque oui, je l'ai tricoté en 3,5 mm. Non, oui, disons que je l'ai descendu en taille d'aiguille par rapport à ce qui est recommandé de tricoter ce calibre-là. C'est-à-dire en général, la DK on la tricote en 4 mm, moi je l'ai tricoté en 3,5 et j'arrive à obtenir l'échantillon pour réaliser le Pink Velvet. Ensuite, Andrea Mowry recommande comme coloris contrastant un fil dufteux, mais elle l'a fait avec du suri alpaga. Sauf que moi, le suri alpaga, j'ai déjà eu des expériences et j'ai notamment tricoté déjà un jacquard
en circular yoke comme ça et je trouve que c'est quand même quelque chose qui a tendance à être un peu mou et à se détendre un peu. Donc je me suis dit à ce moment-là, pourquoi pas basculer sur du mohair, et comme il m'en fallait pas une quantité énorme, et ben je tiendrai les 2 fils ensemble, 2 fils de mohair ensemble pour obtenir le bon échantillon qui va rattraper un petit peu l'épaisseur du Suri Alpaga. Ce qui fonctionne, j'ai choisi donc pour ce modèle-là, je reprends mes notes parce que sinon je vais vous dire n'importe quoi, donc Onitite cette année, cette fois-ci, enfin la dernière édition, pardon, en 2024, j'ai pris mon petit échantillon avec la laine de chez Eve, qui est le coloris Message in a Bottle, et je suis allée voir Dorian de Maison Septembre pour lui demander si on pouvait trouver le coloris qui pourrait aller ensemble, et on s'est mis d'accord parce qu'on a vu que c'était vraiment un coloris très changeant. Il y avait 2 possibilités, soit je prenais quelque chose qui était plutôt froid, soit je prenais quelque chose qui était plutôt chaud, et moi j'avais envie de faire ressortir le côté chaud de la vibration de ce coloris principal. Et j'ai choisi le coloris crème, donc de la qualité Kid Mohair de chez Maison Septembre. Je n'ai pas du tout utilisé puisque je sais plus, mais de toute façon je mettrai le lien vers ma fiche Ravelry qui est à jour et vous aurez les quantités exactes de ce que j'ai utilisé, mais il m'en est resté quand même je crois la moitié de la pelote, hein. Même en tenant mon fil en double, il m'a resté bien 25 grammes. Après avoir réalisé l'empiècement circulaire. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas, c'est un classique empiècement circulaire avec un jacquard tout le long de l'empiècement circulaire, puis ensuite on sépare les manches et le corps pour ne tricoter que le corps, et on termine avec un petit bord-côte en côte 1-1. Les finitions sont pareilles pour les manches, hein. Donc on reprend les manches ensuite et puis on les tricote, on finit avec un bord-côte en côte 1-1. J'ai voulu pour une fois suivre les indications du patron. J'avoue que souvent pour ce type d'ouvrage, donc un pullover qui se tricote du haut vers le bas, je tendance à ne pas tricoter tout de suite le col. J'aime bien tricoter ensuite, soit en faisant un montage provisoire, soit en faisant un montage classique. Je tricote mon pull et ensuite seulement je viens soit reprendre mon montage provisoire, soit relever mes mailles pour ajuster exactement comment je veux mon col. Sauf que là, Andrew Amory dans ce patron proposait le montage à l'italienne, et donc le montage tubulaire à l'italienne, et je me suis dit tiens c'est intéressant, c'est un montage que j'ai jamais fait, allons-y, c'est une occasion d'apprendre cette technique là. Vous allez voir que finalement ça n'était pas forcément une bonne idée, donc c'est un petit col rapide en côte 1-1, il n'est pas très haut, il y a un système de rang raccourci pour faire remonter l'encolure d'eau, puis ensuite on attaque le motif de jacquard qui est super facile, hyper agréable à tricoter, même si c'est un fil poilu, ça fonctionne vraiment de manière assez fluide. Les explications pour moi d'Andrew Amory sont très limpides, donc il n'y a pas eu de soucis. La seule chose, c'est que c'est bien gentil de vouloir changer de catégorie de laine, mais c'est qu'à un moment donné, même si on arrive à obtenir le bon échantillon en nombre de mailles, bien sûr je n'avais pas le bon échantillon en nombre de rangs. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse très attention à bien vérifier la longueur à chaque partie de cet ouvrage. Et j'ai fait le choix de rallonger l'empiècement circulaire, puisque je sais maintenant, par expérience, à force d'avoir tricoté plusieurs ouvrages en top-down, que ce soit des raglans ou des circular yoke, que j'ai besoin d'une profondeur d'environ 20 cm à ce niveau-là. Que ce soit une profondeur de raglan, enfin la longueur de raglan ou la profondeur de l'empiècement circulaire. Et là, si je m'arrêtais comme c'est convenu ici par le patron, pardon, si vous voulez voir mes lèvres, ça sera plus simple comme ça. Voilà, normalement le patron s'arrête ici. Et ben moi j'ai rajouté un motif pour pouvoir rallonger l'empiècement circulaire, ça se prêtait tout à fait, voilà, la seule chose c'est que j'ai dû le modifier un peu parce qu'il se trouve que moi j'aime, là dans le patron, pour simplifier les choses, elle laisse le départ de la suite, on va dire, ici ça fait des petits triangles à chaque espace des flèches là, et moi je trouvais pas ça forcément sympa, donc je me suis dit bon je sais croiser mes fils, donc j'ai enlevé les petites pointes qu'il y avait entre, voilà, ça c'est une des modifications que j'ai faites. J'ai également allongé le corps. Bon, déjà d'une,
parce que je n'avais pas le bon échantillon, mais aussi parce que je voulais quelque chose d'un peu plus long que celui qu'elle porte. Vous voyez qu'il n'est pas non plus extrêmement long. Moi je porte en général les pullovers, je ne les porte pas très longs. L'important c'est qu'ils viennent quand même, vous voyez, cacher le bas de mon dos. Donc moi je l'ai allongé à 23 cm et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, j'ai noté que j'avais la longueur des manches, je les ai fait à la mesure de mes bras, donc j'ai quand même suivi, puisqu'il y a des diminutions, ce sont des manches ajustées, donc j'ai suivi le rythme des diminutions. Et ensuite j'ai noté que après la dernière diminution, il fallait que je tricote encore 10 cm, mais ça c'est vraiment propre à ma morphologie de bras. J'ai fait des rabats tout simples, j'ai fait un rabat simple sur le bas du corps, même si elle recommandait un rabat tubulaire. J'avoue que j'avais la flemme. Et moi j'ai l'habitude sur des côtes 1-1 de faire ce que j'appelle le rabat alterné. Donc si jamais ça vous intéresse, faudrait peut-être que je mette un lien sur ma fiche Ravelry vers le tuto que j'utilise pour faire ce rabat là. Ou un jour peut-être je tournerai mon propre tuto. C'est peut-être une bonne idée ça. Pour vous montrer comment je réalise ce rabat, ce qui est un rabat correct. Il n'est pas extrêmement élastique, hein, vous voyez, mais il n'est pas raide non plus. Donc je me dis ça peut être pas mal si je tournais une vidéo là-dessus. Donc voilà pour le rabat du bas. Par contre là j'ai été un petit peu moins feignante et sur les manches j'ai fait un rabat à l'italienne. Un rabat tubulaire à l'italienne qui en effet est beaucoup plus élastique et qui fonctionne bien. Ça fonctionne bien pour les manches. Je suis hyper contente de ce pullover, sauf que j'ai dû faire une petite rectification après coup. Puisque mon encolure ici était vraiment ultra élastique du fait du montage tubulaire à l'italienne, au point où c'était vraiment pas heureux. Et puis moi je trouvais qu'il tombait trop, et vous voyez je porte des débardeurs et je trouvais qu'on voyait mon débardeur, j'aimais pas trop. Donc ce que j'ai fait, je sais pas si on va le voir, j'ai passé 3 brins d'élastique très très fins. Est-ce que je l'ai là? Je vais peut-être vous montrer. Pardon pour la manipulation, mais je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Donc c'est ça, c'est des petites bobines avec du fil élastique, vous voyez. Et je l'ai passé, donc il y a un système pour le passer, je sais pas, voilà c'est mieux comme ça. Sur ma tête ça fait le point, c'est mieux. Je l'ai passé dans 3 rangs différents et dans chaque brin des V, des mailles à l'intérieur du col, c'est-à-dire une maille sur 2 finalement, et ça permet, j'ai resserré exactement comme je voulais pour qu'il soit élastique afin que je puisse quand même passer la tête et que ça ne, je voulais pas que ça gondole de trop, vous voyez que ça fait quelques petits plis, mais ça va, c'est correct, ça fonctionne, il est bien plaqué, je trouve qu'il est à la bonne hauteur pour moi. Donc voilà, comme j'ai rectifié un petit peu le fait que j'ai voulu faire comme c'était écrit dans le modèle. En général, c'est pas comme ça que je fais toujours le col après coup, mais c'est pour ces raisons-là, c'est pour pouvoir justement bien ajuster l'échancrure de mon décolleté. Et là, voilà, j'ai voulu apprendre une nouvelle technique, ce qui est très bien, mais il a fallu que je fasse un petit réajustement en mercerie. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais être extrêmement longue, puisque quand même j'ai beaucoup de choses à vous présenter, et puis je vous en avais déjà quand même un peu parlé sur la vidéo précédente. Ensuite, j'ai terminé une paire de chaussettes, sauf que je ne l'ai pas prise avec moi. Je vous la présenterai à la fin, je ferai une petite coupure et je vous la présenterai à la fin. Donc ce que j'ai terminé, il est là. Voilà, l'autre ouvrage que j'ai terminé ensuite, après la paire de chaussettes, c'était cet ouvrage-là. C'est pareil, je vous en avais parlé lors de mon dernier épisode de podcast. Il était encore en cours de réalisation, je ne sais plus trop où j'en étais. Je crois que j'avais à peine séparé le devant et le dos, puisque alors, c'est un modèle qui se tricote du bas vers le haut cette fois-ci. Il s'agit, pardon, je vous ai pas donné le nom, il s'agit de la blouse Plume Tee de Julie Knits in Paris. Pareil, je vais vous mettre une photo du modèle original.
Et c'est un modèle que sur lequel j'avais craqué quand il était sorti dans un numéro de Pom Pom Magazine. Et je m'étais dit, bah, le jour où Julie le sort en individuel, c'est sûr, je vais me le procurer et je vais sûrement me le tricoter. Puis il se trouve que j'ai vu lors d'un événement une personne qui le portait dans le ton. Il était tout blanc, c'était magnifique. Et je me suis dit, non mais ça me convainc de le réaliser. Donc j'avoue, c'est quand même une pièce très particulière qui est assez forte, hein, comme vous pouvez voir. C'est pas rien, c'est un design très typé. C'est une blouse transparente qui est tricotée dans un seul fil de mohair sur un point de plumetis de dentelle et qui est avec des finitions dans un fil fingering. Alors moi je l'ai fait dans le même coloris, je vais vous expliquer ce que j'ai utilisé comme laine. Pour les manches, pour le bas, pour les côtes du bas du corps et pour le col Claudine qui se termine notamment, enfin dont la finition avec une goutte dans le dos en I-cord. Donc j'ai fait comme indiqué sur le patron, j'ai utilisé un fil de mohair tricoté en simple, je le repose là. Puis je vous le passerai tout à l'heure parce que je vous montrerai, il n'est pas aussi bien réussi que ce qu'on peut imaginer. Ça c'est ma grande déception, mais je vous en parle plus tard. Donc je l'ai tricoté pour le mohair dans la qualité Tilia de chez Filcolana, dans le coloris Delicate Orchid, donc qui est un joli lilas très très clair. En fait je voulais, au début moi aussi j'aurais bien aimé partir sur un blanc, et puis je me suis dit oh là là, blanc je prends des risques, je sais pas trop... Voilà, voilà, et en réfléchissant bien, je me suis dit, bah si je prends comme si c'était un faux blanc, et j'avoue que j'aime beaucoup le lilas. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit la couleur qui me convienne le mieux au teint, mais des fois, on sort un petit peu des injonctions et de la fameuse palette qui nous va le mieux, et puis on va vers des coloris qui nous plaisent de tricoter. Moi je trouve que c'est très très important puisqu'on y passe du temps, surtout sur ce projet là où j'y ai vraiment passé beaucoup de temps, donc autant que ce soit un coloris qu'on a entre les mains qui nous plaise. Et j'ai pris le même coloris pour la qualité en fingering puisqu'il s'agit de cette fois-ci la qualité Arwetta de chez Filcolana également dans le même coloris. J'ai obtenu, je crois, le bon échantillon. J'ai gardé les aiguilles qui étaient recommandées par le patron. J'ai tricoté le point de dentelle en mohair en 5 mm et les finitions de côte en 3,25. Non, en 3,25. Soit virgule, soit point, mais il faut choisir. Hein. Donc voilà, et j'ai eu les bons échantillons en nombre de mailles, mais pas en nombre de rangs encore une fois. Mais là c'est moins grave parce qu'on peut mesurer et faire attention justement au moment où on doit vérifier notamment la hauteur du corps et la hauteur des emmanchures, puisque c'est ça les points clés sur ce modèle là. Alors, comment ça se passe? C'est un modèle qui se tricote du bas vers le haut. On commence par monter les mailles et à tricoter la bande de côte, ce qui est normalement, pas comme j'ai fait, une bande de côte en semi-torse, côte une semi-torse, sauf que moi, pour ne pas prendre le risque de tordre et de twister mon bas du corps, j'ai décidé de monter la bande de côte en aller-retour. Sauf que j'ai suivi la logique de construction des côtes une semi-torse, sauf que quand on tricote à plat, si on suit cette logique là, bah, ça finit par devenir des côtes trop bizarres, qui sont ni des côtes semi-torse, ni des côtes torse, bref, des côtes twistées, voilà. Donc j'ai pas vraiment, vous voyez, hein, c'est pas vraiment des côtes semi-torse, ce n'est pas grave, franchement c'est pas ça le plus embêtant. Je crois que j'ai fait un montage en German Twisted Caston pour avoir quelque chose quand même d'assez souple en bas, mais c'était pas obligé. Je pense que j'aurais fait un long tail caston, ça suffisait très bien, mais je voulais pas que ce soit quelque chose qui se resserre trop sur mes hanches. Donc ensuite on tricote en circulaire, j'ai joint en rond, donc pour tricoter le corps dans un point de plumetis qui se tricote sur l'envers, c'est-à-dire qu'on va retourner son travail, on va le mettre sur l'envers et on va tricoter le motif de dentelle qui est somme toute très simple, c'est pas compliqué, c'est des systèmes de mailles ensemble et de
création d'augmentation dans la même maille. Donc c'est vraiment pas compliqué techniquement, c'est juste que c'est un motif qui se place sur 4 rangs puisqu'il faut mettre en quinconce, vous voyez les petites noppes comme elles se forment là. Sauf que j'ai trouvé le moyen de me tromper, vous allez voir, c'est pas compliqué mais ça demande de rester tout le temps concentré, de bien noter sur quel rang on est, puisque sinon on peut avoir des soucis. Ensuite, au moment on sépare le dos et le devant, je sais plus, je crois qu'on tricote d'abord le dos, oui c'est ça, ce qui nous permet de séparer à un moment donné pour créer la goutte dans le dos, puis on tricote le devant où on fait un arrondi au niveau du décolleté, donc c'est pareil, à un moment donné on va séparer les deux demi-devants pour pouvoir créer le décolleté devant. Moi j'ai j'ai diminué ma hauteur d'emmanchure cette fois-ci puisque j'ai décidé de faire les manches de la taille 1 puisque j'ai tricoté la blouse en taille 2. Mais pour les manches, j'ai décidé de faire plus petit puisque j'ai un haut de buste, c'est quand même assez menu et je voulais pas quelque chose qui ait trop d'ampleur. Donc c'est le choix que j'ai fait cette modification là. Ça c'est pas très grave, hein, il suffit de bien calculer de où on s'arrête au niveau du motif du corps. J'ai raccourci la hauteur du corps également puisque je voulais pas que ce soit une blouse qui soit trop longue, par peur que ça fasse un peu trop mémère. Justement c'est un peu dangereux sur ce type de vêtement qui est très romantique, d'avoir quelque chose qui, si jamais on joue pas sur les bonnes proportions, on peut avoir quelque chose d'assez mémérisant. Donc là j'ai fait ce choix là, j'ai raccourci la hauteur de corps, j'ai raccourci la hauteur d'emmanchure. Bon les manches restent quand même très bouffantes, hein, très larges. Mais ensuite on fait un rabat à 3 aiguilles, je crois, oui c'est ça, pour rejoindre les épaules dos des épaules devant, voilà, de chaque côté. Puis on va relever les mailles de l'encolure pour faire un I-cord à 3 mailles. C'est avec un système d'augmentation qu'on va créer la forme du col, puis, bon, d'ailleurs on les voit, hein, c'est des augmentations intercalaires. Puis on va faire une finition avec, c'est très joli, une petite finition de type picot qui va former comme une petite dentelle sur le bord du col Claudine. Ensuite on reprend les manches, faire très attention d'avoir le bon nombre de mailles, ça c'est important pour pouvoir bien placer correctement le point de plume petit. Toujours là cette fois-ci, alors ce qu'il faut retenir c'est que là le motif on le tricote en circulaire, puis à plat et à nouveau en circulaire pour les manches. Pour les manches, j'ai tricoté en aiguille 30 cm de diamètre. Voilà, ce qui fonctionne bien. D'ailleurs, je crois que c'est ce que j'ai fait aussi pour ces manches-là. Puis ensuite, on termine avec un bord-côte, un bracelet de manche en côte une semi-torse. Dans l'autre catégorie de fil, comme celle du col. On termine avec un petit, elle nous explique comment faire la petite sangle, enfin petite sangle pardon, on n'appelle pas ça une petite bride comme ça, pour pouvoir passer un petit bouton pour fermer la goutte dans le dos. Faut que je la reprenne d'ailleurs, ma bride elle s'est un peu détendue, il faudrait que je la reprenne pour pas que le bouton s'ouvre sans que je m'en rende compte. Et voilà, donc c'est un ouvrage qui est pas... Alors... il n'est pas difficile, en plus il est très bien expliqué donc il n'y a vraiment pas de problème. Pour moi les difficultés elles sont à plusieurs niveaux. Le fait de tricoter un fil mohair en simple, c'est pas évident pour tout le monde. Autre défi, c'est qu'il a énormément d'ampleur, donc on a énormément de mailles sur nos aiguilles. Il y a, je sais plus combien d'aisance, mais il y a vraiment, je crois, au moins 20 cm d'aisance recommandée pour ce modèle. Je suis pas sûre de l'avoir noté. Bah oui, parce que la taille 2 c'est 120 cm et moi je fais 84 cm. Donc oui, il y a même 25 cm d'aisance au niveau du tour de poitrine. Et c'est ça, il faut rester la manipulation enfin en tout cas la manipulation dans la tenue des aiguilles pour réaliser ce point n'est pas compliqué, mais par contre il faut rester concentré. Le fait que ce soit un fil simple de mohair demande d'être super minutieux, ne pas perdre des mailles, ne pas sauter des mailles, parce que là ça peut venir embêtant, d'autant qu'on le sait très bien, s'il faut détricoter un fil mohair c'est toujours
un défi. Voilà, c'est vraiment un challenge, c'est pas quelque chose qu'on aime faire, donc il faut vraiment rester concentré. Moi j'ai mis beaucoup de temps à le réaliser cet ouvrage là. Bon, il faut dire que j'ai fait une grosse pause au milieu, je l'ai commencé le 11 septembre et je l'ai terminé le 7 mars. J'ai fait une pause de 2 mois au milieu parce que je sentais que voilà, je commençais à en avoir un petit peu marre, donc mais l'idée c'était surtout de ne pas l'abandonner parce que j'aimais tellement le résultat que petit à petit, en me concentrant, en étant un petit peu plus exclusive sur ce projet, j'y suis arrivée. Et je ne regrette pas du tout d'avoir fait l'expérience de ce tricot. Mais malheureusement, maintenant je vais le passer et je vais vous montrer pourquoi je suis un peu déçue de ce que j'ai fait. Et voilà, alors si je me mets comme ça, vous voyez, vous pouvez dire « Ah bah c'est super Céline, tu vas vraiment... tu peux être contente de toi, il a un joli rendu, il fait son effet, tout ça. » Mais je vais me lever, vous allez comprendre. J'ai décalé le motif au tout début de mon ouvrage. J'ai pas fait attention, je pense... qu'il a suffi qu'à un moment donné, j'oublie de faire un, comme je tricotais en circulaire, de faire un rang où il ne se passe rien, c'est-à-dire tout un rang en mailles en vert. Et j'ai décalé tout mon motif, sauf que je m'en suis mais absolument pas rendu compte de tout le long de mon processus de tricot. J'en sais au dernier moment où j'ai essayé mon pull pour voir si la longueur de manche convenait, tout ça, que là je vois. Puis vous voyez, hein, il suffit que je mette un t-shirt noir dessous, on voit que ça. Hein. Pareil dans le dos. Bien entendu, vu qu'il se tricote du bas vers le haut, vous pouvez comprendre qu'il était hors de question que je démonte quoi que ce soit pour recommencer. Parce que là, il fallait que je redémonte le col, que je redémonte la corde, que je m'embête à enlever les manches, c'est-à-dire à détricoter les manches pour revenir au début, quoi. Donc c'est juste pas possible. C'est soit j'en retricote un complètement, ce qui peut-être je finirai par faire, mais alors là, pas tout de suite, parce que vu le temps qui m'a pris celui-ci, je peux dire que ça va pas tout de suite. Donc là, je vais le porter comme ça. Donc bien sûr, je pense que si je mets un t-shirt plus clair dessous, ça ne se verra moins. Et puis, ben, je vais peut-être le faire blouser, voilà. Je vais tricher, je vais le porter comme ça. Et là, on me fera peut-être moins la remarque comme quoi je me suis trompée. Parce que là, c'est sûr, hein, je m'attends déjà à voir mes copines tricoteuses. Tu te serais pas trompée là, à cet endroit? Donc, va falloir que j'accepte de le porter comme ça. Et il va falloir surtout que j'accepte les remarques de mes copines tricoteuses à l'œil avisé. Mais bon, c'est comme ça. Je suis quand même très contente. Finalement, la couleur me plaît. Je pense que je vais avoir pas de mal à le porter. Vous voyez là, je le porte avec un jean bleu foncé. Je trouve que c'est une couleur qui va bien. J'ai pas mal de pantalons bleu marine aussi pour la belle saison. Donc là, je pense qu'au printemps, ça va être parfait comme tenue. Et je trouverais ça trop dommage de le laisser dans le placard juste parce que y a ce décalage là. Allez, je vais m'en remettre. C'est vraiment pas grave, il y a beaucoup plus grave en ce moment. J'en ai profité pour prendre ma paire de chaussettes que j'ai également terminé avant de terminer ce gros morceau. Les voici. Donc c'est une paire de chaussettes où il n'y a pas vraiment de recette. Alors si, quand même. Je me suis inspirée du patron des chaussettes Colère de Rebecca, de la chaîne Rebecca Colère. Vous savez, je vous l'avais recommandé, c'était mon coup de cœur, je crois, du dernier podcast. J'aime beaucoup ce que fait cette artisane en art du fil. Elle a une démarche dans le travail du tricot qui est très intéressante pour moi, puisque c'est quelqu'un qui design d'ailleurs, hein, qui crée ses propres modèles et qui a une approche très intuitive dans la pratique du tricot et qui a une vraie vision artistique de ce qu'elle veut faire. Et moi je trouve ça passionnant comment elle partage ça sur ses vidéos. Donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller voir ce qu'elle fait, mais je suis sûre que oui, je vous encourage à le faire. Donc je me suis inspirée de son modèle des chaussettes Colère. La seule chose, donc c'est que moi je les ai tricotées en jersey. Et j'ai utilisé que 2 fils pour les faire. Alors que elle, dans son principe, c'est de tricoter ses chaussettes avec
plein de restants de fil pour faire passer. Donc c'est des chaussettes épaisses puisqu'on a 2 brins de fingering tricotés ensemble, ce qui donne donc des chaussettes en épaisseur d'écart. Elles sont tricotées de la tige vers la pointe, ce qui n'est pas ma recette préférée. Donc moi j'ai monté la taille 44 mailles puisque j'avais 22 mailles sur chacune de mes aiguilles. Moi je tricote mes chaussettes avec la technique du Magic Loop, c'est ce que je préfère. J'ai pas de souci avec ça. Sauf vous allez voir que là je suis en train de faire une paire en jacquard et c'est pas la même. J'ai monté donc avec un montage élastique, hein, je fais un German Twisted Cast On. C'est des côtes de 2, j'ai fait à peu près 5 cm de côtes de 2 et elle dit de continuer en côte de 2. Moi j'avais pas tellement envie parce que j'avais envie de mettre en valeur la texture de ces 2 fils ensemble. Ce que j'ai utilisé c'est de la Mondim, alors en coloris principal c'est le coloris violet et auquel je lui ai joint un fil de... Bah zut alors, je vous le remettrai en bas. Pour vous dire, vous allez sûrement me le souffler, c'est les fils allemands, c'est pas grave. Et je trouvais que c'était pareil, c'était un dégradé qui allait du violet au bleu turquoise avec un petit peu de bleu plus foncé et je trouvais que les deux ensemble, ça fonctionnait super bien. Et c'est ce fameux fil gradient qui donne cet effet dégradé à mes chaussettes. Alors elles sont pareilles, pas pareilles, hein. Vous pouvez voir que c'est pas du tout, j'ai pas du tout respecté le rythme des couleurs, du dégradé pour les 2 chaussettes, mais pour moi ça n'a aucune importance. J'ai fait, contrairement à ce qu'elle propose elle dans le patron, j'ai fait un talon beaucoup plus simple puisqu'elle propose le talon renforcé avec gousset, mais moi j'aime pas trop le tricoter dans ce sens là, je préfère le tricoter dans l'autre sens. Donc j'ai fait un talon à rang raccourci, le dernier là que je fais tout le temps, celui que je préfère, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Au lieu d'avoir des rangs raccourcis à l'allemande, j'utilise la technique des shadow wrap, donc de la maille jumelle. C'est un système où on crée des rangs raccourcis en faisant des augmentations levées, qui sont à droite ou à gauche en fonction de si on est sur l'endroit ou sur l'envers de son travail. Je trouve que c'est une super technique pour faire des talons à rangs raccourcis. Elle fonctionne bien. Ça fait pas du tout de trous sur les côtés, vraiment elle est très facile à retenir après quand on l'a bien compris. Et c'est avec le tutoriel de Claude Tricot sur YouTube que j'ai appris à faire ces talons là. Donc je suis très contente, ça fait des chaussettes bien sûr très très chaudes, qui ont une très belle tenue. Et si j'ai fait ce choix là, c'est parce que moi la Mondim, c'est ma laine préférée pour les chaussettes. C'est celle que je trouve le plus confortable, que ce soit en termes de chaleur, en termes de respirabilité, le fait qu'elle soit pas super wash, elle a vraiment, j'aime beaucoup la sensation que j'ai sur les pieds. Sauf que, eh ben, elle s'use plus vite puisqu'il n'y a pas de nylon dedans. Donc là, la technique que j'ai voulu faire, c'est d'essayer de la tricoter avec un autre fil avec du nylon dedans pour voir ce que ça donnait. Et vous allez voir que sur mes prochaines chaussettes, j'ai aussi un petit peu utilisé le même principe, même si c'est pas exactement la même chose. Donc voilà pour mes pseudo chaussettes colère, en tout cas mes chaussettes d'Eka. Et enfin, je termine avec mes ouvrages terminés. C'est le cas de le dire, pardon pour la redondance. J'ai fini une écharpe que j'avais commencé pareil il y a très longtemps, qui est un défi que j'avais donné sur ma page Patreon aux personnes qui me suivent en tant que membre payant il y a quelques mois, presque maintenant, plus d'un an, je dirais, c'était plutôt au début de ma chaîne Patreon. J'avais décidé voilà, c'est dans le principe des petites écharpes avec I-cord intégré en point mousse, hein, vous voyez, comme la célèbre Sophie Scarf, sauf que là, elle n'a pas du tout la pointe n'est pas du tout pareille, vous voyez. J'avais décidé de designer et de inciter les personnes à me suivre, qui me suivent sur Patreon, à dessiner un motif en intarsia, en tricot intarsia, inspiré du graphisme du mouvement Bauhaus, qui est un mouvement artistique assez global de l'entre-deux-guerres. Donc je vous invite à aller regarder des informations sur l'école du Bauhaus, voilà, qui est aussi une démarche très intéressante d'un point de vue politique.
Et il travaillait notamment voilà, les couleurs et les formes géométriques en termes de graphisme. Voilà, ils ont fait des affiches magnifiques et je me suis inspirée de ces motifs qu'on pouvait trouver sur les affiches de ce mouvement artistique. Donc c'est une écharpe que j'ai tricotée. Donc il n'y a pas de modèle, hein. C'est une écharpe que j'ai tricotée d'un bout en faisant d'abord des augmentations d'un côté et auquel j'ai fait des incrustations de motifs en intarsia de plusieurs couleurs. Donc je l'ai d'abord dessinée et j'ai choisi mes couleurs. Voilà, on continue tout droit. Bon là il y a un petit passage de rayures qui est pas beaucoup plus facile. Et alors je crois que j'avais plutôt commencé dans ce sens-là, je dis bêtises. J'ai commencé par cette pointe et j'ai terminé par l'autre. Voilà, donc on a à la fois des motifs triangulaires, rectangulaires, quelques demi-lunes, un rond, plusieurs triangles différents. Voilà, je me suis beaucoup amusée à faire cette écharpe, ce qui m'a permis aussi d'aller un peu plus loin dans la technique d'intarsia. Alors elle est loin d'être parfaite, il y a plein de défauts. Même si je pense que sur le point mou c'est quand même la façon la plus facile de réaliser la technique du jacquard intarsia. Mais ça m'a permis notamment parce que moi j'avais l'habitude de faire de l'intarsia sur des motifs très simples où on maintient le même changement de couleur au même endroit, que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers. Et là il y avait des motifs où il fallait à la fois changer de couleur sur le rang droit et sur le rang envers. Là c'est un peu plus complexe, il faut faire attention à la manière dont on croise ces fils. Mais c'est tout à fait faisable et maintenant je suis contente parce que j'ai pu pratiquer et améliorer un peu plus ma technique en intarsia. Et vous voyez là derrière moi, je me suis procuré ce livre là sur les techniques de jacquard au tricot aux éditions de Saxe. Et le pull que vous voyez là, ça c'est un objectif pour moi, qui est tricoté tout en intarsia. Donc voilà, je pense que je vais bientôt pouvoir me lancer dans ce type d'ouvrage. Voilà ma petite écharpe Bauhaus. Je l'ai tricotée pour le coloris principal, c'est la qualité Merino Stencil en fingering de chez Le Style Knitting. Et le coloris, oui, je les ai là les étiquettes. J'ai gardé les étiquettes de ce que j'ai à peu près utilisé. Alors pas tout, hein. Le Style Knitting, c'est le coloris Lady. Voilà. Là vous voyez que j'ai utilisé aussi de la Harwetta. Alors la Harwetta c'est le coloris Bordeaux. C'est le numéro 140. J'ai utilisé aussi de la laine de moute, c'est pour le noir. La jaune c'est de la Pallaluna, mais je sais plus quel coloris, qui est vraiment très très sympa. J'aime beaucoup ce coloris, voilà, qui est très moucheté. Et le blanc, je crois que ça reste de laine à chaussette. Le vert, le vert c'est peut-être la qualité de chez Vilaine. Mentalo, oui c'est ça. Qui est une qualité aussi en mérinos nylon, donc qualité fil à chaussette. Des petites boulettes. Une petite boulette de chez Vilaine. Donc voilà, je me suis beaucoup amusée. Je trouve ça très rigolo d'avoir cette écharpe. Je trouve qu'elle va être parfaite pour cette saison, justement. Parce qu'elle va mettre... elle n'est pas très épaisse. Elle est vraiment toute légère. Et elle va mettre un peu de couleur à mes tenues. Si jamais... Alors, s'il fait un temps comme aujourd'hui où il fait hyper lourd, je suis pas prête de la porter. Mais pour les petits vents frais du matin, ça peut être sympa. Et j'en ai terminé, j'en ai fini pardon, avec mes ouvrages terminés. Je vais essayer d'enchaîner de manière un peu plus concise avec mes encours. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter en premier? Ce que j'ai mis en premier sur mes aiguilles. Il s'agit d'un accessoire. Alors là j'ai trouvé un rythme un peu sympa, on va dire, pour ce qui concerne mes encours. J'en ai 3. Et je fais tourner ces 3 encours en ce moment. Je trouve que ça fonctionne très bien. Je vais essayer de garder d'ailleurs ce type de rythme là avec une paire de chaussettes, un accessoire et une masterpiece, c'est-à-dire un vêtement. Et ça marche bien, puisque à chaque période de la journée, j'arrive à répartir comme ça mon temps de tricot, puisque je fais plutôt la chaussette. Alors en général, je fais 1 ou 2 rangs au petit déjeuner le matin, mais je garde le tricot chaussette pour les transports en train.
Mon accessoire qui est là, vous allez voir, est un châle. Je l'utilise, enfin je le tricote plutôt pour la pause méridienne, où en général je m'octroie entre 40 et 50 minutes de tricot. Et le pull que je suis en train de... non, qui est en fait un gilet, je le tricote plutôt après dîner. Donc là c'est pareil, je m'accorde à peu près 1 heure de tricot le soir avant de me coucher. Mais ça c'est quand j'ai rien d'autre de prévu dans ma vie personnelle. J'ai proposé à mes élèves de 3e année en cours de découvrir le tricot modulaire avec Steven West, puisque c'est quand même un peu la personne référence dans ce domaine-là, même si c'est pas la seule, hein. Mais en tout cas lui permet de découvrir les techniques de tricot modulaire, et elles ont tricoté, puisque elles ont terminé de le faire, le modèle du Vertice. Oh, je sais jamais comment on le prononce. Vertices Unit. Voilà, le Vertices Unit. Pareil, je vous mets une photo ici. Donc voilà, j'ai commencé seulement avec elle, mais je suis bien en retard par rapport à elle. J'ai fait la première section, qui est là. Voilà. J'ai fait la 2e section ici, avec 2 autres coloris. Et là, je suis en train de faire la section du milieu, la section 3. Donc j'ai quand même déjà utilisé 4 coloris sur mes 5 coloris. Je fais la version petite taille. Pareil, je vais vous mettre une photo là des différents coloris que j'utilise pour ce châle. Ce qui est intéressant aussi pour ce châle, c'est qu'il permet d'utiliser les gros restes de fil fingering ou fil à chaussettes. Et moi j'avais quand même des écheveaux qui étaient entamés, soit à 1/3, soit à 1/4, soit à moitié. Et je trouve que ça fonctionne très bien pour ce modèle-là. Donc là je suis en train de tricoter en ce moment la section 3 avec le fil de Felici-Punto, en mérino 100% super wash. C'est le coloris Cortezza que j'adore, qui est vraiment absolument magnifique. J'avais tricoté un pull à rayures avec, donc il m'en reste. Je pense qu'il m'en reste au moins 70 grammes. Ensuite, la première section, je l'ai tricotée avec du fil alpaga, je crois que c'est la Isaïr Alpaca 2, combiné avec le fil teint à la main par Nathalie de By Night, avec lequel j'ai tricoté mon pull Jane, voilà, qui est en Milky Way, teint à la Garance. Donc ça c'est ma première section. Et ma 2e section, ce sont ces 2 coloris là. Donc là il s'agit d'une pelote qui me restait de mon gilet Janet, je crois, donc en albertine, que j'avais tricoté en albertine de chez Dererum Natura. Et c'est le coloris or rose que j'ai joint avec un fil non teint naturel, qui est un fil à teindre de chez Langyarn, qui est du 100% chameau. Voilà, c'est pareil, j'avais fait un pull au crochet que j'ai démonté, c'est pour ça que la pelote elle est comme ça. Et qui est aussi un fingering qui est ultra doux et qui fonctionne donc très très bien dans la gamme de couleurs. Et donc voilà, vous avez je crois toutes mes couleurs. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je crois pas, ils sont tous là. Oui, mes 5 coloris. 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est ça. Donc voilà le camailleux de couleurs qui va constituer mon Vertice. Pardon. Donc je suis très contente, c'est un tricot détente, ça se passe super bien. Je trouve que c'est génial pour le milieu de journée, pour la pause méridienne. Ça permet d'avoir un bon moment de répit tricot juste pour le plaisir. Mon premier en cours, puis ensuite j'ai aussi donc une paire de chaussettes alors là j'ai commencé à tricoter dans le train le 19 février quand je suis partie en résidence dans le Val d'Azun, ma 2e période de résidence d'artiste dans les Hautes-Pyrénées. Et je l'ai défaite 2 fois, dont la première fois j'en étais à peu près à ce niveau-là aussi. Il s'agit d'un modèle en jacquard intégral qui m'a été inspiré par le modèle de Summerly Design, qui est, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vous remettrai pareil le nom du design ici. Alors je ne suis pas le patron,
je fais à ma sauce. Puisque en fait vous allez comprendre que le dessin est assez simple, il s'agit d'un petit quadrillage, hein, tout bêtement. La seule chose c'est qu'il a fallu que je trouve le bon échantillon, puisqu'il s'agit d'un jacquard intégral et que c'est pas évident de gérer sa tension. Vous voyez également, là ça se voit, hein, que en Magic Loop, eh ben, gérer la tension c'est beaucoup plus difficile au niveau du changement des aiguilles, donc je pense que ça va se lisser, ça va aller, hein, l'élasticité va permettre qu'au blocage ça va se lisser. Je crois que Summerly Design, elle, fait commencer la chaussette du haut et qu'elle va jusque vers la pointe. Moi je préfère tricoter dans l'autre sens, donc c'est pour ça que je l'ai commencé par la pointe. J'ai fait une pointe qui est assez ronde comme vous pouvez voir. Je fais toujours un montage qui est un montage à la turque. J'ai fait je fais la pointe et le talon dans un collier contrastant qui est un mini de chez des laines vilaines, comme j'aime beaucoup ces petits pelotons. Et c'est le coloris Diabolo Grenadine, voilà, qui est un corail un peu fluo que j'aime beaucoup. Et je tricote donc ces chaussettes en mondim également, comme je vous disais tout à l'heure. Donc cette fois-ci c'est le coloris 109 et que j'ai jumelé avec un fil à chaussettes de chez Rowan. Alors pareil, j'ai perdu l'étiquette, je me souviens plus ce que c'est, j'essaierai de retrouver, mais en tout cas je me suis procuré à la mercerie de Chambéry, donc je pourrais retrouver le nom de cette catégorie de laine et aussi du coloris. C'est pareil, un dégradé, hein, c'est un gradient. J'avais déjà fait une paire de chaussettes avec. C'est un fil single, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc c'est un fil qui n'a pas été qui est retourné sur lui-même et qui n'est pas combiné à un autre fil, il est tout seul. D'où son nom. Et là c'est pareil, j'ai fait le choix de tricoter des chaussettes en full jacquard avec de la mondim parce que ça me permet de renforcer ce fil qui était un petit peu plus fragile. Je dis pas qu'il est fragile, hein, j'arrive à les garder quand même plusieurs saisons avant qu'elles ne trouent, mais c'est mes seules chaussettes qui au bout d'un moment finissent par se trouer. Voilà, au bout d'une ou deux saisons, je dois les réparer. Et là, le fait d'avoir les fils flottants, ça crée un double tissu à l'intérieur qui va finir par feutrer à force de le porter. Donc je pense qu'il va renforcer ma chaussette et ça va éviter justement la fragilité du fil mondim qui est sans nylon. Pourquoi? Parce que j'adore ce fil et que je trouve dommage de ne pas pouvoir le mettre sur mes pieds et dans mes chaussures. Voilà, donc j'ai pratiquement terminé la cheville de ma première chaussette. Ça avance tranquillement, hein. Je ne suis pas du tout pressée. Ça c'est vraiment au rythme de mes déplacements à Grenoble pour l'essentiel. Et maintenant j'ai trouvé le bon échantillon, donc je les tricote. D'habitude moi je fais mes chaussettes à la vanille, pour vous donner une indication, en 2,25 et je monte 56 mailles. Et là j'ai gardé les mêmes aiguilles, alors je dis bien attention, pour ce motif là. Et pour cette catégorie de laine, je le tricote donc en 2,25 aussi, mais en 64 mailles pour pouvoir arriver à obtenir le bon échantillon sur ce modèle de chaussettes. Voilà pour mon deuxième encours. Et mon dernier encours, qui est mon encours du soir, donc qui est la pièce la plus importante. Il s'agit d'un gilet, pardon j'ai tout fait tomber, je suis désolée, j'ai un panier mais je mets tout à côté, je ne sais pas comment je me débrouille. Il s'agit du modèle, pas dire de bêtises, Oversized Seasons de Ozetta. Pareil, je vous mets une petite vignette ici pour que vous voyez à quoi ressemble le modèle original. C'est un gilet col V type veste, comme j'appelle, c'est-à-dire qui est quand même assez ample et grand, qu'on peut porter comme une veste de printemps, qui est tricoté intégralement en maille double, c'est-à-dire en point de côte du pêcheur, en fait en demi-côte du pêcheur exactement, puisqu'on les fait qu'à moitié. Donc les côtes du pêcheur, c'est la même famille que toutes les mailles doubles, et dans les mailles doubles on retrouve notamment la fameuse brioche knitting, c'est-à-dire la côte anglaise, mais on retrouve également la fausse côte anglaise, on retrouve la côte perlée et on retrouve la côte du pêcheur. Voilà, j'avais fait notamment un article
à ce sujet sur ma page Patreon au tout début quand j'avais ouvert ma page Patreon. Donc si jamais voilà, vous vous abonnez à titre de membre payant, vous pouvez accéder à cet article qui explique justement toute la famille d'émail double et toute la différence de comment on réalise et quel est le rendu de chacune des différentes mailles et les avantages des unes et des autres. L'avantage, moi je trouve, de la côte du pêcheur ou la demi-côte du pêcheur, c'est qu'elle est un peu plus de tenue que le point brioche. Elle a tendance à moins se détendre, donc ça fonctionne plus pour un vêtement. Et alors elle a aussi un avantage, mais ça je vais vous en parler, lorsqu'on tricote en aller-retour. Voilà, elle a un gros avantage quand on tricote en aller-retour, c'est qu'elle nous évite les mailles en verre. Donc ça c'est plutôt sympa. La construction de ce gilet est très chouette puisque c'est une construction donc du haut vers le bas. C'est un gilet avec des manches raglan. Et on commence par faire... Alors on va tricoter la bande de boutonnage en même temps que le reste. Vous voyez, j'ai plein de petites aiguilles qui se baladent sur mon tricot. On va commencer par faire une bande en côte 1-1 d'un côté ici. Puis on va relever les mailles au milieu, on va repartir de l'autre côté. On va relever les mailles le long de cette bande-là qu'on a faite de montage. Puis on va venir petit à petit placer les raglans et faire les augmentations raglans. Pour cela, il nous faut un petit ustensile très utile, c'est des aiguilles double pointe. Et là, moi, j'ai pris spécifiquement des petites aiguilles double pointe pour une manipulation plus facile sur ce type d'ouvrage. Je les ai trouvées chez Laine et Tricot. Il s'agit des Knit Pro dans la gamme Symphonie, parce que moi, je voulais qu'elles soient en bois, parce que sur le bois, la laine a moins tendance à glisser fort. Ça glisse, hein, c'est facile à tricoter, mais elle glisse moins fort, ce qui évite que je perde les aiguilles quand je pose mon ouvrage comme ça. Donc je pourrais mettre des petits bouchons à chaque fois, mais alors là ça va devenir trop pénible à manipuler. Si à chaque fois il faut enlever, remettre les bouchons, ça m'intéresse pas. Donc là ça se tient bien, je perds pas mes mailles. Normalement dans le patron, non mais si c'est ça, c'est juste moi qui ai changé la taille d'aiguille pour le corps, c'est-à-dire pour les demi-côtes du pêcheur. Normalement se tricote en 5 et moi je les ai passés en 4,5 pour avoir un tissu un petit peu plus dense parce que sinon ça a tendance à se détendre, mais ça c'est parce que moi j'ai une laine avec de l'alpaga dedans, donc c'est pour ça. Mais par contre j'ai gardé la taille pour les côtes 1-1 de la pâte de boutonnage qui est en 4 mm. Et donc c'est des aiguilles courtes, elles font 10 cm, et ce qui est particulièrement pratique quand on a des pâtes de boutonnage intégrées comme ça fonctionne bien, c'est plus facile à manipuler. Donc là j'en suis qu'au début, j'ai pratiquement fini l'empiècement. C'est un gilet en col V comme je vous disais, donc il y a en place les augmentations pour créer le col V à un certain rythme. On place aussi des augmentations de chaque côté de la ligne de raglan, vous voyez. Donc elle précise bien, la créatrice, comment qu'il faut bien veiller à faire les mêmes mailles de chaque côté. C'est des côtes 1-1, il faut veiller à ce qu'il y ait les mêmes mailles de chaque côté de la ligne de raglan pour avoir justement un très joli... des très jolies lignes d'augmentation de raglan. Donc ça fonctionne très bien. Et je vous conseille, voilà ce que j'ai fait moi. Alors je vais vous montrer en partie, mais pas complètement, sinon je vais vous dévoiler la réalisation du patron. Mais j'ai fait, voilà, j'ai fait toute une gamme j'ai noté tous mes rangs. Et j'ai noté à quel moment je devais faire mes augmentations pour le décolleté V qui sont pas au même rythme que mes augmentations raglan. Comme ça, ça me permet d'être bien sûr de ne pas me tromper. Donc là, j'ai pratiquement terminé. Il me reste une rotation et demie avant de faire la séparation des manches et du corps. Je pense que ma hauteur de raglan va être bonne. J'ai mesuré, je pense que je vais atteindre 20 cm. Donc je suis contente. J'ai pu obtenir le bon échantillon en descendant d'une demi-taille d'aiguille. Donc c'est assez agréable à tricoter, je suis très contente. En tout cas c'est aussi très agréable à tricoter parce que la laine que j'utilise est absolument divine. Il s'agit d'une ancienne collection, des petites potions quand elle teignait avant de faire sa pause il y a quelques années. Là, elle a repris maintenant la teinte d'Hélène pour mon plus grand plaisir. Et j'avais acheté sa qualité neige non superwash DK qui est 50% alpaga, 50% mérino.
non, pardon, 50% laine, c'est pas mérino, c'est 50% alpaga, 50% laine. Et c'est une qualité mais qui est juste mais géniale quoi, qui est squishy à volonté, qui est très douce du fait de l'alpaga bien entendu. Elle est ultra gonflante, donc j'imagine que c'est une qualité qui est très polyvalente, qu'on peut vraiment utiliser pour tout type d'échantillon. Et j'ai choisi le coloris Corellia qui est un rose saumon, un vrai rose saumon. Vraiment j'ai l'impression que c'est ça le coloris, j'avais vraiment aimé, donc je me dis que je vais peut-être ressembler un peu à un flamant rose avec ce gilet, mais ça me pose pas de problème, moi j'adore le rose donc il n'y a aucun souci. Et je pense que comme j'ai 6 écheveaux au total, je pense que je vais rallonger un peu le gilet pour en faire une veste. Donc ça je vais voir parce que peut-être ça va demander quelques adaptations, mais ça je vous en parlerai au fur et à mesure pour que, comme mes hanches sont un peu plus larges que le haut de mon buste, il faut que je vois comment je dois adapter. Peut-être il faudra que je fasse quelques augmentations au niveau du corps pour que justement ça tombe bien sur mes hanches. Mais pour le moment c'est un tricot très agréable et je prends beaucoup de plaisir à le réaliser. Voilà pour mes encours actifs du moment. Bah, je vais essayer de clôturer rapidement la vidéo avec un peu de blabla. Tout d'abord, je vais partager avec vous mon coup de cœur de ces derniers jours. Cette fois-ci, il s'agit d'un modèle de vêtements au crochet, mais qui est très particulier puisqu'il s'agit d'un modèle de veste, donc de petit blouson d'intersaison qui est crocheté et bouilli, c'est-à-dire feutré volontairement en machine. Il s'agit donc, je regarde parce que je ne me souvenais plus du nom, du modèle Lise Cardigan de Sarah Dudek, ou Dudek, je sais pas comment ça se prononce, pardon, mais je vous mets également une photo pour que vous puissiez l'admirer. Donc elle le propose bien sûr crocheté tout simplement aussi, mais moi la version qui me plaît c'est vraiment la version unie qu'elle a volontairement crocheté en plus grande taille et feutré ensuite en machine. Et voilà, j'ai besoin d'une veste intersaison et je me suis dit mais waouh, quelle bonne idée. Je l'ai découvert par hasard sur Instagram. Et c'est quelque chose qui me ferait vraiment plaisir de crocheter. Je réfléchis, il va falloir que je me fasse conseiller par ma dealeuse de laine préférée chez Lana et Tricot avec Anna. Je pense que je vais me faire conseiller une laine qui... donc c'est une laine en calibre DK, il faut que je trouve une qualité qui feutre facilement en machine. J'avais pensé à la Mota de Will Dreamer, il faut que je vois avec elle si ça peut fonctionner ou pas, voilà ce type de fibre. Sinon, je voulais vous parler assez brièvement, je vais peut-être vous les montrer mais très vite. Je suis partie donc en résidence d'artiste puisque comme je vous l'ai dit, depuis quelques mois maintenant, je consacre une partie de mon temps, de mon activité à une pratique plus artistique puisque mon objectif est de m'exprimer en tant qu'artiste en art textile et particulièrement autour de la laine puisque c'est vraiment mon médium préféré, donc il peut m'arriver pas continuer à faire du travail autour du crochet et du tricot, mais je travaille aussi le feutrage à l'aiguille et la broderie sur laine, voilà, qui sont mes médiums du moment. Je me consacre en ce moment à la réalisation de tableaux feutrés sur le thème de l'hiver et plus particulièrement de l'hiver qui se modifie face au dérèglement climatique dans nos régions de montagne. Donc voilà, j'ai fait une expérimentation autour des changements de paysage et surtout notre rapport qu'on a à ces changements de paysage. Et c'est pour ça que je suis partie une première fois en résidence d'artiste au mois de novembre dans le Val d'Azun, dans les Hautes-Pyrénées, et à Arens-Marsous exactement. Et que j'y suis retournée là également un peu plus d'une dizaine de jours au mois de février. Et lors de cette période de résidence, je suis très contente parce que j'ai pu expérimenter des nouveaux dessins. Voilà, j'ai travaillé autour de nouveaux croquis et surtout j'ai travaillé le feutrage à l'aiguille de manière différente de ce que je faisais jusqu'à présent. Et je suis assez contente de ce que j'ai exploré, donc voilà, je vais vous le partager rapidement.
J'ai tout d'abord travaillé, alors je travaille sur des supports à la fois que je crochette ou que je tricote moi-même en laine que je feutre ensuite à la machine, et par-dessus je viens faire ce travail de feutrage à l'aiguille avec de la fibre qui est souvent de la fibre cardée, puisque la fibre peignée est plus délicate et j'ai encore du mal à la faire fonctionner sur mes tableaux. Et voilà le premier tableau que j'ai travaillé pour vous donner une idée. Je me suis inspirée d'une photographie de motifs du vent sur la neige. Finalement ça a fini par me donner un paysage. L'autre travail que j'ai fait, c'est pareil, c'est aussi sur un feutre que j'ai fait moi-même en le crochetant. Donc j'ai crocheté une qualité de laine qui est d'ailleurs de la laine Katia, qui fonctionne très très bien et que j'ai passé en machine. C'est des 100% laine à chaque fois. Moi je veux vraiment travailler avec des matières naturelles. Et là je me suis inspirée d'une photo d'un arbre qui a été gelé par la glace, c'est-à-dire qu'il y avait sûrement dû avoir d'abord une pluie puis après un grand froid, ce qui a fait que les branches avaient été saisies par la glace. Il y avait même des stalactites qui tombaient depuis ces branches là. Donc voilà le résultat. Donc là il y a, alors tout à l'heure là ce que je vous ai montré, il y a à la fois du feutrage à l'aiguille mais il y a aussi un peu de broderie dessus, et là c'est du feutrage à l'aiguille uniquement. J'ai pas du tout travaillé les motifs de la même manière, et même le sens de la fibre au niveau du feutrage à l'aiguille je le fais pas du tout de la même manière non plus. Et le dernier tableau sur lequel j'ai travaillé, il s'agit, là cette fois-ci j'ai travaillé sur un panneau de feutre que j'ai acheté tout fait, qui a été artisanalement fabriqué, mais pareil en 100% laine, et qui est beaucoup plus fin. Vous voyez qu'il y a une épaisseur qui ressemble plus à de la feutrine, sauf que c'est vraiment du feutre de laine. Et là j'ai travaillé à nouveau un paysage de montagne, vous voyez, qui se reflète. Mais là j'ai pas travaillé le feutrage à l'aiguille de la même manière. Là c'est ce que j'appelle moi la peinture à la laine. C'est-à-dire que je travaille de manière plus aquarellée. Je mets moins de matière sur mon feutre, c'est beaucoup plus transparent. Et je fais tout un effet de contraste avec des fils brodés de manière verticale, vous voyez, pour donner du contraste au paysage. Voilà. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que je réalise en tant qu'artiste en art textile, donc j'ai déjà fait une installation l'année dernière au mois de juin, j'ai eu l'occasion voilà, de partir sur quelque chose de différent grâce à ces résidences d'artistes. Donc n'hésitez pas à venir me soutenir sur Patreon et rentrer dans les coulisses de mes réflexions en tant qu'artiste. Sinon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui n'a pas été très fluide pour moi. J'espère que ça n'a pas été le cas pour vous, que c'était quand même plaisant à regarder. N'hésitez pas à partager en commentaire vos réactions concernant mes différentes réalisations au tricot. N'hésitez pas aussi à me parler de ce que vous êtes en train de faire et de réaliser en ce moment. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez envie de me suivre un peu plus, n'hésitez pas à le faire. Sachez toutefois qu'on ne se reverra que pour le solstice d'été, pour le prochain changement de saison, puisque c'est mon rythme ici sur YouTube. Mille merci d'être encore là et de venir toujours me laisser vos gentils commentaires. Je vous souhaite de très beaux ouvrages, de très beaux tricots. Chérissez-vous, chérissez-vous comme vous chérissez vos ouvrages. Faites-vous du bien, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, passez un très beau printemps. À très vite!